J'ai hérité d'un appartement de luxe de 3 chambres dans un excellent quartier. Juste dans l'entrée, j'ai trouvé un mot de ma mère, dis à ton mari et à sa famille que tu as hérité de beaucoup de dettes. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais à peine 3 heures plus tard, j'ai compris à quel point ma mère était vraiment brillante. J'ai hérité d'un appartement. Maman a dit, dis à ton mari que nous sommes endettés. 3 heures plus tard, ils ont tous montré leur vrai visage. Je pensais que j'allais signer des papiers pour un héritage modeste. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de voir mon mari, ma belle-mère et toute sa famille arracher tous les masques qu'ils avaient jamais portés, tout cela en l'espace d'un seul après-midi. Et le plus dévastateur, ma propre mère l'avait vu venir depuis des années. Elle m'avait laissé une note dans l'entrée d'un luxueux condo de 3 chambres que je n'avais même jamais su exister. Une note avec 7 mots qui sauverait tout ce qui me restait, dis à ton mari et à sa famille que tu as hérité de beaucoup de dettes. Au début, je ne l'ai pas compris. Je me tenais là, dans ce couloir lumineux et ensoleillé, l'odeur de la peinture fraîche et du bois poli montant autour de moi, tenant un morceau de papier plié de l'écriture de ma mère, et je pensais sincèrement qu'elle devait avoir fait une erreur. Peut-être l'avait-elle écrit pour quelqu'un d'autre? Peut-être que le chagrin me faisait mal lire des phrases simples? Ma mère était décédée 11 jours plus tôt, tranquillement dans son sommeil, comme elle avait tout fait, sans drame, sans fanfare, sans rien demander à personne. Elle n'avait jamais été le genre de femme qui jouait des jeux. Alors, pourquoi avait-elle écrit cela? 3 heures plus tard, j'ai compris exactement pourquoi. Mon nom est Claire. J'ai 34 ans et, jusqu'à 11 jours avant le début de cette histoire, j'aurais décrit ma vie comme bonne. Pas parfaite, mais vraiment, solidement bonne. J'avais un mari nommé Daniel, que j'aimais depuis que nous avions 26 ans et que nous faisions la queue à un marché de producteurs, nous disputant le dernier bouquet de tomates anciennes. J'avais un petit appartement chaleureux dans l'est de la ville, un travail qui me tenait à cœur en tant que coordinatrice de projet de niveau intermédiaire dans un cabinet d'architecture, et une mère nommée Ruth qui m'appelait tous les dimanches soirs à 19 h, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et posait toujours la même question d'ouverture, qu'est-ce qui t'a fait rire cette semaine? Elle croyait que le rire était un signe vital. Elle le vérifiait comme un médecin vérifie le pouls. Elle était malade depuis 2 ans, bien qu'elle m'ait caché la pleine gravité de sa maladie pendant la majeure partie de cette période. Non pas par cruauté, mais par amour, l'amour compliqué, parfois étouffant, d'une femme qui a traversé beaucoup de choses seule et ne veut pas que sa fille porte un poids avant l'heure. Mon père était parti quand j'avais 9 ans. Ruth m'avait élevé dans un appartement de 2 chambres avec un salaire d'enseignante, et elle l'avait fait avec une telle stabilité et une telle chaleur que je n'avais pas compris, avant d'être beaucoup plus âgé, à quel point cela avait été difficile. Elle avait transformé la pauvreté en confort, la rareté en simplicité. Elle était, au sens le plus vrai du terme, la personne la plus débrouillarde que j'ai jamais connue. Ce que je ne savais pas, ce qu'elle m'avait caché, et apparemment à presque tout le monde, c'est que Ruth avait hérité de l'argent de sa propre mère, ma grand-mère Vera, décédée quand j'étais à l'université. Pas une petite somme d'argent, mais une somme substantielle, soigneusement investie et discrètement accrue. Et avec cela, il y a environ 4 ans, elle avait acheté un appartement de 3 chambres et 2 salles de bain au 7e étage d'un immeuble dans l'un des meilleurs quartiers de la ville, avec un balcon orienté sud, une place de parking et une unité de rangement au sous-sol. Elle l'avait payé comptant. Pas d'hypothèque, pas de dette, pas de cosignataire. Juste Ruth assise en face d'un notaire avec un chèque certifié et ses lunettes de lecture, signant son nom de son écriture précise et à l'ancienne. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle avait vécu dans sa propre modeste location jusqu'à la fin, visitant le condo périodiquement, le gardant propre, le louant pendant 2 ans, puis le laissant vide pendant les 18 derniers mois de sa vie. Les revenus locatifs étaient allés sur un compte séparé, dont je ne savais rien non plus. Lorsque son avocat, un homme discret nommé M. Hargrove, m'a appelé 5 jours après ses funérailles et m'a demandé de venir à son bureau, j'avais supposé que je venais chercher quelques milliers d'économies et peut-être ses bijoux. Ce qu'il m'a fait glisser sur le bureau était un acte de propriété. Je me souviens l'avoir fixé. Je me souviens de la façon dont la lumière de l'après-midi traversait les stores en rayures horizontales et tombait sur le papier, et comment je continuais à lire l'adresse encore et encore, comme si la répétition allait la rendre compréhensible. L'avocat m'a tout expliqué lentement et clairement, le prix d'achat, la valeur marchande estimée actuelle, l'état du titre, les clés dans l'enveloppe à côté de l'acte de propriété. Il m'a dit que Ruth avait mis à jour les documents il y a 18 mois,
ce qui signifiait qu'elle avait pris cette décision délibérément à un moment où elle savait déjà qu'elle était gravement malade. Elle avait choisi de me la laisser à moi. Seulement à moi, pas à la succession, pas divisée entre parents, pas grevée de quelque manière que ce soit, juste à moi. Je me suis rendu à l'immeuble le même après-midi. Je n'ai pas appelé Daniel. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être un instinct que je n'avais pas encore formulé, un faible murmure d'avertissement que je n'avais pas consciemment enregistré. Je me suis dit que je voulais simplement le voir seul, avant d'en faire une expérience partagée. Cela semblait raisonnable, cela semblait être le genre de choses qu'une personne fait. L'immeuble était plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Le hall avait des sols en marbre et un bureau de conciergerie, bien que le bureau ne fût pas occupé à cette heure-là. L'ascenseur était propre et silencieux. Le couloir du 7e étage ne sentait rien. Ce rien neutre particulier d'un immeuble bien entretenu, ni rassis ni artificiel. J'ai trouvé la porte, inséré la clé et suis entré. Le condo était magnifique. C'est le seul mot. C'était tout simplement magnifiquement abondant. Des hauts plafonds, de grandes fenêtres, la lumière de l'après-midi inondant chaque pièce, des parquets couleur miel chaud. La cuisine avait des comptoirs en pierre et des appareils électroménagers en acier inoxydable, et la chambre principale avait un dressing plus grand que la salle de bain de mon appartement actuel. Le balcon donnait sur un parc, et on entendait faiblement le bruit de la ville en contrebas. Pas intrusif, juste présent, comme un battement de cœur. J'ai traversé chaque pièce 2 fois. Je suis resté longtemps sur le balcon. J'ai pensé à ma mère assise ici, regardant la même vue, sachant qu'elle ne m'en parlerait jamais avant sa mort. J'ai pensé à tous les appels du dimanche soir, à toutes les questions, qu'est-ce qui t'a fait rire cette semaine? Et à la façon dont elle avait porté cet énorme secret avec une telle sérénité et un calme si exercé. Je ne savais pas si je devais me sentir reconnaissante ou le cœur brisé. Je ressentais les deux, mêlés, pressant à l'intérieur de ma poitrine. Et puis, je suis retourné à l'entrée pour prendre mon sac, et j'ai remarqué l'enveloppe sur la petite console juste à l'intérieur de la porte. Mon nom, écrit de la main de ma mère. Je l'avais manqué en entrant. Je l'ai ouverte là, debout dans l'entrée, la lumière de l'après-midi dans mon dos, et j'ai lu la note à l'intérieur, « Claire, c'est à toi. Ne mets pas le nom de Daniel sur l'acte. Ne dis pas à sa famille ce que tu as. Dis-leur, s'ils te demandent, que je t'ai laissé beaucoup de dettes. Laisse-les réagir. Fais confiance à ce que tu vois. Je t'aime plus que n'importe quel appartement, n'importe quel acte, n'importe quelle somme d'argent. Mais je t'aime assez pour te dire la vérité. Regarde attentivement, ma chérie. Regarde ce que les gens font quand ils pensent qu'il n'y a rien à vouloir de toi. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Ma gorge était très serrée. Je l'ai replié selon ses plis d'origine et je me suis tenu là, dans l'entrée silencieuse et ensoleillée d'un bel appartement que je possédais désormais. Et j'ai senti le premier fil froid de la compréhension commencer à tirer. Ma mère était partie, mais elle me protégeait encore d'une manière ou d'une autre. Je suis rentré lentement, la note dans la poche de mon manteau, ma main posée dessus à chaque feu rouge. L'après-midi s'est estompé pour laisser place au début de soirée. Daniel devait être rentré maintenant. Il travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise de logistique de taille moyenne et avait des horaires réguliers. Et le jeudi, il prenait généralement de la nourriture thaïlandaise en rentrant, et nous mangions sur le canapé en regardant quelque chose que nous ignorions à moitié tous les deux. C'était un rituel que j'avais toujours aimé. Cela avait toujours semblé être la preuve de quelque chose de solide. Je me suis garé sur le parking de notre immeuble et je suis resté un instant dans la voiture avant d'entrer. J'ai pensé à la note. J'ai pensé à l'instruction spécifique, dis-leur que je t'ai laissé beaucoup de dettes. Pas seulement Daniel, sa famille. Ma mère avait dit sa famille. Comme si elle avait anticipé que cela ne resterait pas une conversation entre mari et femme, mais impliquerait immédiatement, inévitablement, un cercle plus large. Elle savait quelque chose que j'étais encore en train d'apprendre. Je suis monté. Daniel était à la maison. Il n'y avait pas de nourriture thaïlandaise. Au lieu de cela, il se tenait dans la cuisine, au téléphone, parlant doucement, et il s'est tourné quand il a entendu la porte et m'a fait un petit sourire et a levé un doigt. J'ai posé mon sac et retiré mon manteau, puis je suis allé à la cuisine pour un verre d'eau. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait parce qu'il s'était de nouveau détourné, et sa voix était basse et rapide, et il a terminé l'appel en moins d'1 minute.
Désolé, dit-il en posant son téléphone. Le travail. Appel tardif. Ouais, un des directeurs régionaux. Il ouvrit le réfrigérateur et regarda à l'intérieur avec la fixité vide d'un homme cherchant quelque chose à faire de ses mains. Comment ça s'est passé? L'histoire de l'avocat? Bien, dis-je. C'était bien. Pas grand-chose. Quelques économies, quelques bijoux, et apparemment une dette qu'elle portait. Une ligne de crédit qu'elle avait contractée. Je regardais son visage pendant que je le disais. Je cherchais quelque chose que je n'aurais pu nommer. Un éclair ou un changement, mais son expression était simplement sympathique. Un léger froncement de sourcils, un petit hochement de tête. Oh, c'est dur. Combien? Une bonne somme, dis-je. Monsieur Hargrove va m'envoyer le détail complet. Je ne le saurai vraiment pas avant la semaine prochaine. Eh bien, dit Daniel en fermant le réfrigérateur. Nous trouverons une solution. Il s'approcha et m'embrassa sur le front, et cela me sembla, comme toujours, chaud et familier. Ça va? Ça va, dis-je. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité à côté de lui pendant qu'il dormait, je rejouais la journée dans mon esprit. L'acte de propriété, l'appartement, le balcon et le parc, et les parquets couleur miel. La note de ma mère pliée dans la poche de mon manteau, accrochée au crochet près de la porte, et le visage de Daniel quand je lui ai parlé de la dette, ouvert, sympathique, sans particularité. Soit ma mère avait tort et j'allais passer les semaines suivantes à me sentir idiote d'avoir fait un test inutile à mon mari, soit elle avait raison. Je fixais le plafond et j'attendais de le découvrir. Le lendemain matin arriva, comme les matins ordinaires, quand quelque chose d'extraordinaire se déroule tranquillement sous la surface, avec le chant des oiseaux et l'odeur du café et les sons confortables et banals d'une vie partagée. Daniel se doucha le premier, comme toujours. Je restais au lit, écoutant l'eau couler et pensais à l'écriture de ma mère sur cette note, à la façon particulière dont elle formait son W minuscule, large et soigné, comme une petite couronne. J'avais regardé cette écriture toute ma vie. Je la connaissais mieux que la mienne. Regarde ce que les gens font quand ils pensent qu'il n'y a rien à vouloir de toi. Je me levai, préparai le café et me tins à la fenêtre de la cuisine, regardant la rue en dessous s'animer lentement. Vendredi matin. Une femme promenait un petit chien, une camionnette de livraison tournait au ralenti devant l'immeuble d'en face. Tout était ordinaire, tout était exactement comme toujours. Et pourtant, je le sentais. Ce murmure grave et constant de quelque chose qui se déplaçait, comme la pression de l'air change avant une tempête qui n'est pas encore apparue sur aucune prévision. Daniel entra dans la cuisine déjà habillé, sa cravate desserrée, sa veste sur le bras. Il se servit du café, m'embrassa la joue, puis, avec l'aisance décontractée d'un homme qui demande des nouvelles du temps, dit « As-tu appelé ta tante Diane à propos de l'héritage? Elle pourrait vouloir connaître la situation de la dette si c'est important. » Je me suis détourné de la fenêtre et les regardai. Tante Diane était la jeune sœur de ma mère, et nous n'étions pas particulièrement proches. Il n'y avait aucune raison logique pour que Daniel me suggère de l'appeler à propos de la succession de ma mère, surtout le matin après que je l'ai mentionné pour la première fois. Aucune raison logique sauf une. Il avait déjà parlé à quelqu'un qui avait déjà commencé à réfléchir à la forme de ce que j'avais hérité. Pas encore, dis-je d'un ton égal. Je veux attendre d'avoir le tableau complet de Monsieur Hargrove. D'accord. Oui, ça a du sens, dit-il, et il but son café. Il partit travailler 20 minutes plus tard. J'attendis d'entendre les portes de l'ascenseur se fermer. Puis je pris mon téléphone et appelai le bureau de Monsieur Hargrove et posai une seule question. L'acte de propriété était-il entièrement et exclusivement à mon nom? Et une autre partie avait-elle été contactée au sujet de la succession? Monsieur Hargrove a confirmé que l'acte ne me mentionnait que moi et qu'à part la notification qui m'avait été faite, aucune autre partie n'avait été formellement contactée. Il a mentionné avec une neutralité prudente que j'ai apprécié qu'il avait reçu un appel l'après-midi précédent d'un homme qui s'était identifié comme mon mari, posant des questions générales sur la succession de Ruth Caldwell. L'après-midi précédent, alors que je me tenais sur le balcon d'un appartement dont je n'avais pas encore dit à Daniel qu'il existait. J'ai remercié Monsieur Hargrove et me suis lentement assise sur le canapé. L'appartement était très silencieux. Le café dans ma tasse était devenu légèrement froid. J'ai pensé qu'il avait appelé l'avocat avant même que je ne rentre, ce qui signifiait qu'il était au courant du rendez-vous avant que je ne parte, ce que je lui avais mentionné la veille au soir,
avec désinvolture, comme une petite course, et il avait utilisé cette fenêtre. Pendant que j'étais à l'autre bout de la ville, apprenant que je possédais un condo, pour commencer ses propres enquêtes. Ma mère l'avait vu. Elle l'avait vu si clairement qu'elle s'y était préparée avec la précision de quelqu'un qui a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je devais comprendre exactement ce qui se passait, et je devais le faire attentivement, sans me trahir. J'ai donc fait la seule chose qui avait du sens. J'ai appelé la plus vieille amie de ma mère, une femme nommée Patricia, qui connaissait Ruth depuis plus de 40 ans, et qui, aux funérailles, m'avait serré les deux mains dans les siennes et m'avait dit d'une voix basse et ferme, « Ta mère m'a dit des choses. Quand tu seras prête, appelle-moi. » À l'époque, j'avais supposé qu'elle parlait de choses liées au deuil, de souvenirs, des doux souvenirs d'une longue amitié. Maintenant, je n'étais plus si sûr. Patricia a répondu au deuxième appel. Quand je lui ai dit que j'étais prête, la ligne est restée silencieuse un instant, puis elle a dit, « Viens déjeuner aujourd'hui. Viens à midi. Et Claire, ne dis pas à Daniel où tu vas. » Patricia vivait dans une maison bien rangée, dans une rue calme, à 20 minutes du centre-ville. Elle m'a accueilli à la porte avec un tablier en lin, et la maison sentait la soupe, les vieux livrets, faiblement, la même crème pour les mains à la rose que ma mère avait utilisée pendant toute mon enfance. Entrer dans la cuisine de Patricia, c'était comme revenir brièvement à une version du monde où ma mère était encore en vie, et j'ai dû m'arrêter un instant dans l'embrasure de la porte et simplement respirer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec de la soupe et du pain, et Patricia a joint les mains et m'a regardé avec le regard calme et clair d'une femme qui a décidé de dire la vérité après l'avoir longtemps gardée discrètement. « Combien en sais-tu » dit-elle. Pas une question vraiment, mais une ouverture. « Je connais l'appartement » dis-je. Je sais qu'elle m'a laissé une note. Je sais que Daniel a appelé l'avocat avant que je ne rentre hier. Patricia hocha lentement la tête. Ta mère s'inquiétait pour Daniel depuis longtemps, dit-elle. Pas pour lui personnellement. Elle ne le détestait pas, mais elle s'inquiétait pour sa famille. Pour sa mère en particulier, sa mère, Sandra. Sandra avait 61 ans et vivait de l'autre côté de la ville dans une maison qu'elle avait partagée avec le père de Daniel jusqu'à sa mort, 6 ans auparavant. C'était une petite femme soignée avec des cheveux gris et une expression de préoccupation douce et permanente. Le genre de visage qui vous donnait l'impression, en sa présence, que vous étiez perpétuellement à un pas de faire quelque chose de légèrement faux. Elle avait des opinions sur tout. Comment je chargeais le lave-vaisselle, quel genre de rideau nous devions avoir dans le salon, si le quartier où nous vivions était vraiment adapté pour fonder une famille. Elle exprimait ses opinions avec une telle douce insistance que les refuser donnaient l'impression de donner un coup de pied à un très petit animal inoffensif. Je ne l'avais jamais aimée, j'avais passé 3 ans à faire semblant du contraire. Qu'est-ce que maman savait de Sandra, demandai-je. Patricia se leva et alla vers le comptoir où un dossier manille reposait à côté de la boîte à pain. Elle le ramena à la table et le posa devant moi. Il y a environ 8 mois, dit-elle en se rasseyant, ta mère m'a demandé de l'aider à faire des recherches sur quelque chose. Elle avait surpris une conversation entre Daniel et Sandra dans ton appartement pendant qu'elle te rendait visite et que tu étais sorti pour faire une course. Elle n'avait pas tout entendu, mais elle en avait assez entendu pour savoir que Sandra posait des questions à Daniel sur la santé de Ruth, sur le fait de savoir si Ruth possédait des biens et sur ce qu'il adviendrait des biens de Ruth à sa mort. Daniel ne discutait pas, il répondait. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées, des registres de propriété, une série de notes manuscrites de l'écriture soignée de ma mère, et 2 captures d'écran de mes imprimés. Les emails étaient entre Daniel et Sandra. Ma mère ne les avait pas obtenus par des moyens extraordinaires. Sandra utilisait apparemment un compte de messagerie familiale partagé qu'elle avait une fois demandé à Daniel de créer en son nom, et que Daniel avait accédé depuis notre ordinateur familial. C'était connecté et ne s'était jamais déconnecté. Ma mère était seule dans notre appartement, m'attendant à mon retour d'une course, et s'était assise à l'ordinateur pour chercher quelque chose et avait vu la boîte de réception ouverte. Elle n'avait pas lu les emails alors. Elle avait attendu, puis elle était revenue seule, et elle les avait lus, puis elle les avait imprimés, et puis elle avait porté cette connaissance en elle tranquillement pendant des mois pendant qu'elle décidait quoi faire. Les emails dataient d'il y a 14 mois. Dans le premier, Sandra écrivait à Daniel, « J'ai demandé autour de moi. Ruth possède quelque chose. Je le sens. Elle vit trop simplement. C'est délibéré. Découvre ce que c'est avant qu'elle ne parte. Si c'est un bien immobilier,
nous devons le savoir avant qu'il ne soit enfermé dans une succession que Claire contrôle seule. Il y a des moyens de protéger tes intérêts, dit son mari. Parle à Robert. Robert était le frère aîné de Daniel qui travaillait dans l'immobilier. Dans le deuxième email, envoyé 3 jours plus tard, Daniel répondait, parle à Robert. Il dit, si Claire hérite et que cela va dans un compte matrimonial commun, j'ai une réclamation. La clé est de la faire m'ajouter avant qu'elle n'obtienne un avis indépendant. Je vais y travailler. Maman, s'il te plaît, ne pousse pas trop fort avant que nous ne sachions ce qu'il y a. Si Claire devient méfiante, ça compliquera tout. J'ai lu les 2 emails 2 fois. Ma soupe était froide. La cuisine était très silencieuse. Dehors, une voiture passait dans la rue et un oiseau appelait une fois de quelque part dans le jardin. Puis il n'y eut que le silence et le doux bruit de la respiration de Patricia en face de moi, à la table. L'essentiel est de la convaincre de m'ajouter avant qu'elle ne prenne un avis indépendant. J'ai repensé à Daniel disant, il y a 3 ans, lors de notre mariage, qu'il croyait à la transparence financière entre partenaires. J'ai repensé aux 3 fois, au cours de la dernière année, où il avait doucement suggéré de consolider nos comptes d'épargne. J'ai repensé à la conversation du printemps dernier où il avait mentionné, presque en passant, qu'il pourrait être judicieux de mettre nos 2 noms sur tout, juste par souci de simplicité. J'ai pensé à la façon dont, chaque fois, j'avais dit, peut-être, laissez-moi y réfléchir. Et comment, chaque fois, il avait abandonné le sujet sans insister, patient, stratégique, ne montrant jamais d'urgence. J'ai pensé à ma mère, assise seule à ma table de cuisine, avec cette boîte de réception ouverte sur l'écran, lisant ces mots sur sa fille, sur sa propre mort prochaine traitée comme une fenêtre d'opportunité. J'ai pensé qu'elle avait fermé l'onglet de messagerie, s'était levée, était allée à la fenêtre et s'était tenue là le temps qu'il fallait pour ranger cette information quelque part où elle pourrait la porter sans qu'elle ne l'écrase. Elle l'avait portée pendant 14 mois. Elle avait fait un plan. Elle avait gagné du temps en ne disant rien, et elle avait passé ce temps à construire la protection la plus élégante et précise qu'elle puisse gérer. Un acte à mon nom seul, transféré directement, contournant toute réclamation conjointe que Daniel pourrait tenter, et une note à l'entrée d'un appartement dont il ignorait l'existence, me disant en 7 mots exactement comment le voir clairement. Elle ne m'a jamais dit, dis-je. Ma voix me semblait étrange, lointaine, comme si elle venait d'une autre pièce. Elle ne voulait pas te le dire avant d'être sûre, dit Patricia. Et puis, quand elle a été sûre, elle ne voulait pas passer le temps qu'il lui restait à transformer ton mariage en champ de bataille. Elle pensait, Patricia fit une pause et sa voix s'adoucit légèrement. Elle pensait qu'il était possible que Daniel fasse encore un autre choix, que si rien ne se matérialisait, il pourrait simplement être quelqu'un qui aurait eu une mauvaise conversation avec sa mère et serait revenu à lui-même. Elle voulait lui donner cette chance. Et s'il ne la saisissait pas, alors elle voulait que tu le voies toi-même, dit Patricia, de tes propres yeux, sans qu'elle ne soit là pour influencer ce que tu en ferais. J'ai refermé le dossier. Mes mains étaient parfaitement stables, ce qui me surprit. Je m'étais attendu à sentir le sol basculer, le monde penché de côté, les symptômes physiques d'une vie qui s'écroule. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus solide que prévu, une étrange et dure clarté, comme de sortir après qu'une fièvre se soit enfin brisée. Mon mari était au courant de la succession potentielle de ma mère. Il avait discuté de stratégie avec sa mère. Il avait prévu de se positionner pour une réclamation avant que je ne puisse obtenir un avis juridique indépendant. Et puis, hier après-midi, alors que je me tenais sur un balcon que ma mère avait acheté avec l'héritage de sa propre mère, il avait appelé l'avocat. J'ai remercié Patricia. J'ai pris le dossier. Elle m'a accompagné à la porte et m'a tenu la main un instant dans les siennes, de la même manière qu'elle l'avait fait aux funérailles. Ta mère était une femme très sage, dit-elle. Je sais, dis-je. Je suis juste en train de comprendre à quel point elle était sage. Je suis retourné en ville, le dossier sur le siège passager, le soleil de l'après-midi brillant et plat contre le pare-brise. Mon téléphone affichait 2 messages de Daniel, dîner ce soir, je pense italien, et, comment vas-tu? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Et je les ai lus tous les 2 à un feu rouge et j'ai senti quelque chose de froid et de chirurgical me traverser. Pas de rage, pas de chagrin, quelque chose de plus délibéré que l'un ou l'autre de ces sentiments. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. J'ai pensé à l'appartement, à l'acte, aux emails, à la note dans la poche de mon manteau. J'ai pensé à Sandra, petite Sandra aux cheveux argentés,
avec ses douces opinions et son email vieux de 14 mois sur la protection des intérêts de Daniel. Et je me suis dit, je dois comprendre la pleine portée de tout cela avant d'agir. Je dois savoir qui est impliqué, tout ce qui a été planifié et jusqu'où cela est allé. Parce que ma mère ne m'avait pas appris à réagir. Elle m'avait appris à réfléchir. Ce soir-là, j'ai répondu à Daniel par SMS, l'italien, ça a l'air super. Et oui, j'ai eu des nouvelles de Monsieur Hargrove aujourd'hui. Il semblerait que la dette soit plus importante que je ne le pensais. J'aurais besoin de ton soutien pour traverser cette épreuve. Sa réponse est venue en moins de 60 secondes, bien sûr, je suis là pour toi. Tout ce dont tu as besoin. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la ville et j'ai pensé, je sais exactement ce dont j'ai besoin, et ce n'est pas toi. Mais je n'étais pas prête à le dire encore. Il y avait encore beaucoup à voir. Le restaurant italien que Daniel avait choisi était le genre d'endroit où nous allions au début de notre mariage. Lumière chaleureuse, petite table, un menu qui ne changeait jamais et n'en avait pas besoin. Nous avions une banquette à l'arrière, et Daniel commanda une bouteille de vin rouge sans demander, ce qu'il savait que j'aimais. Et il tendit la main sur la table et couvrit la mienne avec la sienne, et me regarda avec une expression d'une telle chaleur sincère et exercée que je ressentis, pendant une étrange demi-seconde, l'envie de le croire. Ce fut le moment le plus effrayant de toute la soirée. Rien, dit-il, juste cette demi-seconde où j'ai presque oublié ce que je savais. Je n'ai pas oublié. J'ai tenu mon verre et j'ai souri, et je l'ai laissé mener la conversation, et j'ai regardé. Ma mère avait écrit « Regarde attentivement ». Et je regardais, non pas avec l'attention brûlante et évidente de quelqu'un qui soupçonne, mais avec l'attention calme et périphérique de quelqu'un qui sait déjà et ne fait que rassembler les dernières pièces. J'ai réfléchi, dit Daniel à peu près à la moitié du plat principal, posant sa fourchette avec l'aisance décontractée d'un homme qui a répété ce moment au point qu'il ne semble plus répéter. À la situation de la dette avec la succession de ta mère. Je pense que nous devrions nous asseoir avec quelqu'un, un conseiller financier, peut-être Robert, il connaît bien ces choses, et trouver la meilleure façon de gérer ça ensemble, en équipe. Le voilà. Robert, mentionné comme une idée après coup, une ressource utile, une suggestion naturelle. Robert, le frère de Daniel, qui lui avait conseillé 14 mois auparavant que l'essentiel était de me faire ajouter le nom de Daniel avant que je ne prenne un avis indépendant. C'est très attentionné, dis-je. J'ai en fait déjà appelé Monsieur Hargrove pour discuter de mes options. Il m'a recommandé de travailler avec un avocat spécialisé en succession avant d'impliquer qui que ce soit d'autre. Quelque chose changea sur le visage de Daniel. Pas de manière dramatique, pas un tressaillement ou un éclair de colère, juste un léger réajustement, un infime resserrement autour des yeux. Il reprit sa fourchette. Bien sûr, oui, ça a du sens. Je voulais juste dire que je veux te soutenir dans cette épreuve. Tu n'as pas à gérer ça seul. Je sais, dis-je. Tu as toujours été d'un si grand soutien. Il sourit. Je souris. Nous avons terminé notre dîner. Sur le chemin du retour, son téléphone vibra sur la console centrale, écran vers le haut, ce qui était inhabituel car Daniel plaçait habituellement son téléphone face cachée. Je vis le nom avant qu'il ne l'éteigne. Maman. Il n'en dit rien. Moi non plus. Cette nuit-là, après que Daniel se soit endormi, je restai allongé dans l'obscurité et fis la liste dans ma tête de ce que je savais et de ce que je devais encore savoir. Je connaissais les emails. Je savais que Daniel avait appelé l'avocat. Je savais que Robert avait été consulté. Je savais que Sandra s'était renseignée sur les biens de ma mère depuis au moins 14 mois. Ce que je ne savais pas encore, c'était le plan spécifique. S'il y avait une stratégie juridique concrète en place, s'il se contentait de regarder et d'attendre, ou si quelque chose avait déjà été mis en mouvement que je n'avais pas encore découvert. Le lendemain matin, un samedi, Daniel dit qu'il devait faire quelques courses et qu'il serait de retour en début d'après-midi. Il m'embrassa sur le pas de la porte et partit avec une légèreté dans son pas que je reconnus maintenant comme la légèreté d'un homme qui croit gérer une situation avec succès. Je le regardai de la fenêtre alors qu'il montait dans sa voiture en bas. Il tourna à gauche au bout du pâté de maison, s'éloignant de l'épicerie, s'éloignant du magasin de bricolage, en direction de l'est de la ville. En direction de la maison de Sandra. Je lui ai donné 10 minutes. Puis je me suis habillé et j'ai roulé jusqu'à l'appartement. J'avais les clés. L'acte de propriété était à mon nom.
Je me suis tenu dans l'entrée et j'ai sorti la note de ma mère et l'ai relue, debout au même endroit où elle l'avait laissée pour moi. Et il m'est apparu pour la première fois qu'elle devait s'être tenue dans cette même entrée quand elle l'a écrite, ou peut-être assise par terre comme elle le faisait parfois quand elle réfléchissait, le dos contre le mur et les genoux relevés. Écrivant sur n'importe quel papier qu'elle avait dans son sac. Elle avait toujours écrit les choses importantes à la main. Elle ne faisait pas confiance à la permanence des choses numériques. Elle avait raison de ne pas le faire. J'ai traversé l'appartement lentement, le regardant différemment maintenant, non pas comme un cadeau, non pas comme un symbole de deuil, mais comme une chose à protéger. J'ai réfléchi à sa valeur. L'avocat avait fourni une valeur marchande estimée actuelle, et elle était substantielle, plus de 3 fois ce que Daniel et moi avions en économie combinée, plus que suffisant pour changer toute la géométrie d'une vie. J'ai pensé à l'email de Daniel, si c'est une propriété, nous devons le savoir avant qu'elle ne soit bloquée dans une succession que Claire contrôle seule. J'ai pensé à l'expression « bloquée dans une succession que Claire contrôle seule » et à son amertume particulière, l'implication que le fait que je contrôle mon propre héritage était un problème à résoudre. Je me suis assise sur le balcon un moment. Le parc en contrebas était animé par les activités du samedi matin, joggeurs, promeneurs de chiens, une fête d'anniversaire d'enfants en cours d'installation près de la fontaine centrale, avec des tables pliantes et des ballons colorés qui flottaient et se tordaient dans la douce brise. J'ai tout regardé et j'ai ressenti, sous la clarté froide des 2 derniers jours, une profonde et douloureuse tristesse. Non pas pour le mariage, j'étais encore en train de comprendre ce qu'était et avait été le mariage. Mais pour la version de l'avenir que je portais sans le savoir. La version où Daniel était exactement celui que j'avais cru qu'il était. Où notre vie ensemble était aussi simple qu'elle l'avait semblé en surface. Où j'aurais pu l'appeler du bureau de l'avocat ce premier jour et lui dire « Maman m'a laissé quelque chose d'extraordinaire. Venez voir », et le signifier avec une joie pure. Cet avenir était parti. Il n'avait probablement jamais existé. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, m'attendant à Daniel. C'était Robert. J'ai fixé son nom pendant un long moment. Robert ne m'avait jamais appelé directement en 3 ans de mariage. Nous n'étions pas hostiles, mais nous n'étions pas proches. Il avait 12 ans de plus que Daniel, installé et légèrement distant. Un homme qui exprimait son affection principalement par des conseils pratiques que personne n'avait demandé. Il n'y avait aucune raison pour qu'il m'appelle un samedi matin, à moins que quelque chose n'ait changé. J'ai répondu, Claire. Sa voix était prudente, professionnellement chaleureuse, la voix qu'il utilisait probablement avec les clients. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais prendre de vos nouvelles, voir comment vous vous tenez avec tout ça. Perdre votre mère c'est une chose difficile. Je veux juste que vous sachiez que la famille est là pour vous. La famille, il a dit cela avec une emphase particulière, le mot ayant un poids légèrement supérieur à ce qu'il fallait pour un simple appel de condoléances. C'est très gentil, Robert, dis-je. Daniel a mentionné la situation de la succession. Il a parlé de dette, d'après ce que je comprends. Je voulais juste que vous sachiez que si vous avez besoin de conseils, j'ai beaucoup d'expérience en matière de propriété et de succession. Je serais heureux de vous aider à comprendre ce à quoi vous êtes réellement confronté. Parfois, ces choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent, et avoir quelqu'un à vos côtés qui connaît le système peut faire une réelle différence. Ce à quoi vous êtes réellement confronté. Il l'avait souligné presque imperceptiblement, juste assez pour suggérer que je ne comprenais peut-être pas pleinement ma propre situation, que j'avais peut-être besoin de quelqu'un de plus informé pour me l'expliquer. J'apprécie, dis-je, je travaille avec un avocat spécialisé dans les successions pour le moment, mais je garderai cela à l'esprit. Une pause, brève, contrôlée, bien sûr. Sachez juste que l'offre tient. Une autre pause et puis, vous venez chez maman dimanche. Elle prépare le déjeuner. Elle aimerait vous voir. Je crois qu'elle a des choses qu'elle veut discuter avec vous. C'était ça. Sandra voulait me voir. Sandra, qui avait écrit des emails pour protéger les intérêts de Daniel et découvrir ce que Ruth possédait avant que cela ne soit verrouillé, voulait discuter de certaines choses autour du déjeuner du dimanche. J'y serai, dis-je. J'ai raccroché et je suis resté longtemps assise avec le téléphone sur mes genoux et les ballons qui flottaient en bas dans le parc. J'ai pensé au déjeuner du dimanche chez Sandra. J'ai réfléchi à ce que certaines choses qu'elle veut discuter ou pourrait signifier, à la forme que prendrait la conversation, et à qui d'autre pourrait être là. J'ai pensé à ce que ma mère aurait fait.
Et puis, j'ai immédiatement su que ma mère n'y serait pas allée sans préparation. Ma mère se serait assurée que, d'ici dimanche, elle saurait tout, afin que rien de ce qui serait dit à cette table ne puisse la surprendre. J'avais un jour. J'ai roulé pour voir Monsieur Hargrove le même après-midi. Il n'était pas à son bureau le samedi, mais j'avais son numéro personnel grâce au document de succession, et j'ai appelé et expliqué aussi clairement et calmement que possible ce que j'avais découvert. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un bref silence, puis il a dit « Venez au bureau lundi matin. En attendant, n'ajoutez le nom de personne à l'acte de propriété. Ne signez rien. Ne consolidez aucun compte. Si votre mari ou quiconque de sa famille vous présente un document de quelque nature que ce soit, ne le signez pas avant que nous n'ayons parlé. » Peuvent-ils vraiment faire quelque chose, demandai-je. Légalement, peuvent-ils réclamer quoi que ce soit? Si l'acte est à votre nom seul et que le transfert est propre, ce qui est le cas, alors non. Un conjoint n'a pas automatiquement droit à un bien hérité séparément, à condition que vous le gardiez séparé. L'inquiétude serait si vous ajoutiez son nom, ou si vous déposiez des fonds dans un compte joint, ou si vous permettiez un quelconque argument légal selon lequel le bien serait devenu matrimonial. Tant que vous ne faites aucune de ces choses, vous êtes protégé. Il fit une pause. Votre mère était très prudente, Claire. Elle vous a bien protégé. Je l'ai remerciée. Je suis resté assise sur le parking devant son immeuble quelques minutes, regardant les gens entrer et sortir par les portes vitrées. Des gens ordinaires du samedi avec des courses ordinaires, et j'ai senti la forme de ma situation se clarifier autour de moi comme une photographie qui se met lentement au point. La propriété était à moi, la loi était de mon côté. Ce qui restait, c'était le dimanche. Je suis rentré chez moi et y suis arrivé avant Daniel. J'ai changé de vêtements et j'ai commencé à préparer le dîner. Et quand il est entré 1 heure plus tard, un peu trop décontracté, un peu trop joyeux, j'ai souri et j'ai demandé comment ses courses s'étaient passées. Et il a dit, bien, juste quelques trucs à chercher. Et j'ai dit, Robert a appelé pour prendre de mes nouvelles. Et les yeux de Daniel ont bougé un instant, juste un clignement, avant qu'il ne dise chaleureusement que Robert était comme ça, toujours à prendre soin des gens. Je lui ai dit que je serais chez ta mère dimanche, dis-je, en remuant quelque chose sur la cuisinière. Il a dit qu'elle avait des choses à discuter. Oh, oui. Elle a mentionné vouloir te voir. Trop lisse, le genre de lisse qui est l'opposé de la spontanéité. Juste des trucs de famille, tu sais comment elle est. Je sais, dis-je. Je me suis retourné et lui ai souri, et il m'a souri en retour, et aucun de nous ne montrait à l'autre ce que nous pensions réellement, et la cuisine était chaude et sentait l'ordinaire, et quelque part sous tout cela, tout était déjà en train de se désagréger. Cette nuit-là, j'ai appelé Patricia. Je lui ai parlé de l'appel de Robert. Je lui ai parlé de dimanche et puis j'ai posé la question que j'avais tournée en rond toute la journée, Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui savait, qui faisait partie de ça? Patricia est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, ta mère soupçonnait le cousin de Daniel, Marcus, d'être également impliqué. C'est un notaire. Elle a découvert qu'il avait été consulté. Elle ne savait pas exactement à quel sujet, mais elle a trouvé un nom sur une facture au bureau de Daniel qu'elle a vu quand elle a déposé quelque chose pour toi une fois. Elle l'a écrit. C'est dans le dossier. J'ai ouvert le dossier sur la table de la cuisine et j'ai trouvé sur la dernière page, de l'écriture de ma mère, Marcus Tran, notaire. Pourquoi? Un notaire. Consulté à l'avance pourquoi? Un document, une signature, une procuration qui n'avait pas encore été utilisée parce que le bon moment n'était pas arrivé. J'ai fixé le nom pendant un long moment. Ma mère avait assemblé tout cela, pièce par pièce, méticuleusement, pendant des mois, alors qu'elle mourait. Et elle l'avait mis dans un dossier et l'avait laissé à sa plus vieille amie pour qu'elle me le donne quand je serais prête. Elle n'était pas allée voir Daniel. Elle n'avait pas confronté Sandra. Elle n'avait fait aucune de ces choses bruyantes et dramatiques qui auraient pu être satisfaisantes à court terme, mais lui auraient coûté l'avantage. Elle avait simplement construit un dossier, élaboré un plan, sécurisé l'actif et me faisait confiance. Elle me faisait confiance pour être aussi prudente qu'elle. J'ai refermé le dossier. Je l'ai remis dans mon sac. Je suis allé dans la chambre et je me suis allongé à côté de mon mari endormi, et j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à dimanche, à la salle à manger de Sandra,
au papier peint fleuri et à la belle vaisselle qu'elle sortait pour les déjeuners de famille. Aux 2 limonades sucrées qu'elle servait toujours, à la façon dont elle penchait la tête quand elle voulait marquer un point pour signaler qu'elle était douce et raisonnable et pas du tout menaçante. J'ai réfléchi à ce qu'elle allait me dire et j'ai réfléchi à ce que j'allais lui répondre, et j'ai pensé à Marcus Trant le notaire et à Robert avec son expertise utile et à Daniel, allongé à 2 pieds de moi, respirant lentement, rêvant ce qu'il rêvait. J'ai pensé qu'à la fin de la journée de dimanche, tout le monde à cette table allait me montrer exactement qui ils étaient, et j'allais être prête. Le dimanche arriva, déguisé en jour ordinaire. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine, parcourant toute une dernière fois l'acte, les emails, le dossier de Patricia, le nom de Marcus Trant de l'écriture de ma mère sur la dernière page. La nuit précédente, j'avais contacté une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Catherine Marsh, recommandée par Patricia en 3 mots, elle ne bronche pas. J'avais des rendez-vous avec elle et Monsieur Hargrove dès le lundi matin. Mais d'abord, il y avait le déjeuner du dimanche chez Sandra. Je me suis habillé comme d'habitude pour aller chez Sandra. Blouse marine, pantalon foncé, sans particularité. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles de ma mère, que Sandra avait un jour admirées avec l'attention particulière de quelqu'un qui catalogue ce qu'il désire. Un petit acte privé de défi. Daniel était silencieux dans la voiture. Il a vérifié son téléphone 2 fois au feu rouge et l'a posé les 2 fois sans répondre, le muscle le long de sa mâchoire se crispant à chaque fois comme s'il se rappelait un script. Sandra a ouvert la porte avant que nous n'atteignions le chemin. Blouse lilas, cheveux argentés bien coiffés, bras ouverts. À moi en premier, toujours à moi en premier. Une chorégraphie que j'avais autrefois trouvée touchante et que je comprenais maintenant comme une gestion. La maison sentait le poulet rôti et son parfum floral poudré qui s'accrochait à chaque pièce qu'elle avait traversée. Robert était déjà à la table de la cuisine avec du café. Il se leva et me serra la main, formel, ce qui signifiait qu'il était là professionnellement aussi bien que personnellement. Et à côté de lui, versant du jus avec une décontraction étudiée au comptoir, se trouvait quelqu'un que je n'avais pas attendu, Marcus Trant, le cousin de Daniel, 40 ans, mince, précis, un notaire. Il se retourna et offrit ses condoléances pour ma mère avec la chaleur d'un homme qu'il avait rencontré 2 fois et ne regrettait rien. Le déjeuner se déroula avec la normalité soignée d'une réunion dont le véritable programme avait été convenu à l'avance. Sandra posa des questions sur mon travail. Robert discuta des développements immobiliers. Marcus tint une conversation agréable. Daniel mangea et ne dit presque rien. Ce que je regardais sous tout cela, c'était le rythme des regards entre Sandra et Robert, trop bref, trop contrôlé pour être accidentel. Marcus garda sa veste tout au long du repas, ce qui me parut étrange pour un déjeuner du dimanche décontracté, à moins qu'il n'ait quelque chose dans la poche intérieure qu'il pourrait avoir besoin de produire rapidement. Quand les assiettes furent débarrassées, et que Sandra apporta un gâteau au citron, « Je sais que tu aimes le citron, ma chérie », elle joignit les mains sur la table et livra la performance qu'elle avait clairement répétée. « Nous sommes inquiets pour toi, Claire. La situation de la dette en plus de la perte de ta mère. C'est trop à gérer seul. » Robert a examiné quelques options et Marcus est là au cas où des documents devraient être signés aujourd'hui afin que nous puissions tout gérer dans un cadre confortable, sans avocat coûteux qui traîne en longueur. Elle le dit avec une chaleur si exercée que je ressentis presque une lointaine admiration pour l'art de la chose. Robert sortit un document de la pochette en cuir sur la table. Je ne l'avais pas remarqué là, à fleur de la nappe. Il le posa devant moi. Un accord de consolidation établissant une gestion conjointe de tous les actifs hérités de la succession de Ruth Caldwell, y compris les biens immobiliers, les comptes financiers et tout autre actif de valeur. Le nom de Daniel déjà imprimé à l'endroit approprié. Le sceau du notaire de Marcus attendant dans sa poche de poitrine. Ils avaient préparé cela avant de savoir ce que j'avais réellement hérité, avant de savoir s'il y avait quoi que ce soit à réclamer. Le document existait en supposant que ma mère avait laissé quelque chose de substantiel, et ils étaient prêts à agir dès que le chagrin me rendrait malléable. J'ai posé les papiers. J'ai regardé autour de la table. Daniel regardait la nappe. Quand ce document a-t-il été préparé, demandai-je. Juste cette semaine, dit Robert. Et Marcus est là pour le notarier aujourd'hui lors d'un déjeuner de famille. J'ai hoché la tête lentement. Puis-je être honnête avec vous? Sandra a souri. Toujours. Je suis au courant des emails entre Daniel et Robert.
Je suis au courant de la conversation il y a 14 mois sur la protection des intérêts de Daniel avant que la succession ne puisse être verrouillée à mon nom seul. Je suis au courant de ce document préparé par un notaire qui a été consulté avant que nous ne nous asseyions tous aujourd'hui. J'ai regardé Sandra directement. Je sais que vous planifiez cela depuis plus d'1 an. La pièce est devenue silencieuse. Les mains jointes de Sandra se sont crispées l'une contre l'autre, un petit mouvement involontaire, le corps trahissant ce que le visage retenait. Robert se pencha en arrière. Marcus resta immobile. Sandra ouvrit la bouche. J'ai levé une main. Je veux aussi que vous sachiez que ma mère m'a laissé un condo, en pleine propriété, sans hypothèque, à mon nom seul. Il n'est pas soumis à une réclamation matrimoniale. J'ai parlé à un avocat spécialisé en succession et à un avocat spécialisé en droit de la famille. Je ne signe rien aujourd'hui. J'ai regardé Marcus. Vous pouvez garder le tampon. Daniel a reculé sa chaise. Le bruit qu'elle a fait en frottant le parquet était très fort. Il est sorti de la salle à manger sans un mot. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Robert a ramassé son dossier. Marcus s'est levé, a boutonné sa veste et l'a suivi. Sandra et moi sommes restés seuls à table. Le gâteau au citron était intact. L'horloge tic-taquait. Votre mère, dit-elle soigneusement, était une femme intrusive. Ma mère, dis-je en me levant, était la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Elle m'a suffisamment aimé pour me protéger de cette table. J'ai pris mon sac. J'espère que le poulet valait le détour. Je suis sorti par le couloir, devant le paillasson la famille et tout, le long du chemin entre les jardinières, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Daniel est rentré à 21h13 ce soir-là. J'étais à la table de la cuisine avec du thé et mon téléphone face vers le haut, regardant les minutes. Il resta un instant dans le couloir, sa veste froissée, l'expression entre la honte et l'épuisement, puis s'assit en face de moi. « Je suis désolé, dit-il. Dis-moi de quoi tu es désolé spécifiquement. » Il détailla, ne pas me le dire, appeler l'avocat, laisser le plan de sa mère se dérouler. Il s'arrêta avant le plus important. Alors, je le dis pour lui. Tu savais que Marcus venait avec des documents. Tu m'y as conduite. Le silence qui a suivi fut la chose la plus honnête qu'il ait dite de la soirée. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas si grave, dit-il. Que combiner les finances avait du sens, que maman était juste pratique. Daniel, le document t'aurait donné un droit de regard conjoint sur une propriété valant 3 fois nos économies. Ta mère l'a planifié pendant 14 mois. Tu y as participé. J'ai fait une pause. M'as-tu épousé parce que tu le voulais? Ou parce que tu savais que ma mère pourrait me laisser quelque chose d'intéressant? Je t'ai épousé parce que je le voulais, dit-il rapidement. Je t'aime. Rien de tout cela. Mais tu savais, et tu es resté silencieux et tu t'es dit que c'était différent de participer. Il détourna le regard. C'était sa réponse. Ce n'était pas un homme mauvais. C'était quelque chose de plus ordinaire et de plus décevant qu'un homme mauvais. C'était un homme faible. Et il s'était assis à une table et avait regardé son frère me présenter des papiers et n'avait rien dit. Et ce rien avait son propre poids, son propre nom, et il se trouvait maintenant entre nous sur la table de la cuisine, à côté du thé que je ne buvais pas. J'ai besoin que tu restes chez Robert pour quelques semaines, dis-je. Pas définitivement, pas officiellement. J'ai besoin d'espace pour réfléchir clairement. S'il y a quelque chose à sauver, ce sera toujours là après. Il resta avec ça. Puis il hocha la tête, alla dans la chambre, fit sa valise et s'arrêta dans l'embrasure de la cuisine en sortant. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. C'est un début, dis-je. Mais seulement cela. La porte se referma. L'appartement était très silencieux. J'ai appelé Patricia et lui ai raconté comment ça s'était passé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Exactement ce que ma mère aurait demandé. Claire, dis-je. Fatiguée, mais claire. C'est le bon ordre, dit-elle. Lundi, j'ai rencontré Monsieur Hargrove à 9h. L'acte était protégé, l'actif est propre, ma position juridique est forte. Catherine March à 10h a qualifié le document préparé d'agressif et de transparent et a noté que la présence de Marcus avec un notaire prétamponné établissait la préméditation,
ce qui est une distinction légalement significative par rapport à une conversation familiale informelle. Quand elle a demandé ce que je voulais, je lui ai dit que le mariage devait être traité honnêtement, la propriété formellement protégée et ce qui avait été tenté devait être consigné de manière permanente afin qu'il ne puisse jamais être nié discrètement. C'est réalisable, dit-elle simplement. Entre les rendez-vous, je me suis rendu à l'appartement et j'ai fait changer les serrures. Pas de façon dramatique, mais de façon pratique, comme ma mère l'aurait fait. Je me suis tenu ensuite dans l'entrée, les nouvelles clés à la main, et j'ai regardé la console où son enveloppe se trouvait il y a 11 jours. Je la voyais encore là. Comme on voit quelque chose qui a compté longtemps après qu'il ait disparu. Regarde ce que les gens font quand ils pensent qu'il n'y a rien à vouloir de toi. Elle avait raison. En 72 heures, tout le monde m'avait montré exactement qui ils étaient. Pas une seule personne à cette table n'avait commencé par le chagrin. Pas une seule ne m'avait regardé et n'avait vu simplement une femme qui avait perdu sa mère. Ils avaient vu un actif temporairement lié à un résultat incertain. Et ils avaient apporté de la belle vaisselle et un notaire. Ma mère savait qu'il le ferait. Elle avait elle-même construit le test. J'ai fermé la porte à clé, j'ai laissé tomber les clés dans mon sac et je suis sorti dans une journée lumineuse et entièrement mienne, à traverser comme je le voulais. Sandra n'avait pas encore fait face à toute la portée de ce qu'elle avait tenté. Robert était sorti de cette salle à manger en croyant que le pire qu'il risquait était une rupture familiale embarrassante. Marcus Tran était rentré chez lui sans conséquence. Cela allait changer. J'ai appelé Meg, ma plus proche amie depuis l'université, qui n'avait pas aimé Sandra dès leur deuxième rencontre avec un instinct que j'avais autrefois ignoré. Elle me dit, la voix nouée d'un vieux regret, que Sandra l'avait appelée 18 mois auparavant, lui posant des questions sur ma famille, sur le fait de savoir si Ruth possédait quelque chose, en présentant cela comme une inquiétude pour ma sécurité financière. J'aurais dû te le dire, dit Meg. Tu n'aurais pas pu savoir ce que ça signifiait. Je savais que c'était étrange. Moi aussi, dis-je, pendant 2 ans, j'ai appelé ça désillusion. Nous sommes restés un instant sur cette pensée, l'échec familier partagé d'accorder le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'il devienne une responsabilité. De quoi as-tu besoin, dit-elle. D'un témoin et peut-être d'un dîner très inconfortable dans un proche avenir. J'apporterai du vin, dit-elle. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, dans le nouveau calme de l'appartement, et j'ai tout écrit. Non seulement à des fins légales, même si cela servirait à cela. Je l'ai écrit comme ma mère écrivait les choses, soigneusement, dans l'ordre, parce que l'enregistrement est aussi une forme de revendication. Ceci est arrivé. Je l'ai vu. Je sais ce que c'était. Sandra aurait déjà sa version des faits assemblés. Claire, accablée par le chagrin, mal interprétant un geste familial, réagissant de manière excessive. Quelque chose pour se présenter comme la partie lésée. Elle était douée pour ça. Elle le faisait depuis des années. Elle allait trouver cela considérablement plus difficile cette fois. J'avais les emails, le dossier, la note de l'avocat, l'évaluation de Catherine d'un document conçu pour tromper, le récit de Meg de l'appel téléphonique que tu avais fait à mon ami 18 mois auparavant pour demander des informations sur les biens de ma mère. Et une mère qui avait passé la dernière année de sa vie à construire un dossier spécifiquement pour que rien de tout cela ne puisse être discrètement défait. Demain, j'allais utiliser chaque pièce de cela. Mardi matin, je me suis réveillé avant mon réveil pour la première fois depuis des années. Non pas avec de l'appréhension, mais avec une solidité fondamentale que je n'avais pas ressentie depuis plus longtemps que je ne pouvais le dire. J'ai fait du café, me suis assise à la fenêtre et j'ai parcouru le plan. Catherine Marsh avait dit que l'approche la plus efficace agissait sur plusieurs fronts simultanément. C'est exactement ce que j'ai fait. Le premier front était juridique. Monsieur Hargrove a déposé une note formelle dans le dossier de succession, documentant la tentative de consolidation et les parties impliquées. Catherine a rédigé une lettre de mise en demeure à Sandra, Robert et Marcus Tran, citant le document préparé comme une tentative de tromper une partie en deuil pour qu'elle renonce à ses droits de propriété. Elle a été envoyée mercredi par courrier recommandé. Elle ne menaçait pas de litige immédiat. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle devait faire, c'était clairement indiquer que ce qui s'était passé à ce déjeuner était traité comme une affaire juridique, et non comme un malentendu familial. Cela a levé la fiction confortable selon laquelle cela pouvait être annulé avec une histoire révisée et une expression de douleur. Le deuxième front était Daniel.
Il est venu à l'appartement vendredi soir, pas à notre appartement, au mien. Je lui avais demandé de venir ici spécifiquement, et il a compris ce que cela signifiait sans que j'aie à l'expliquer. Il s'est tenu dans le salon et a regardé les hauts plafonds et le parc au-delà du balcon et n'a rien dit pendant un moment. Je l'ai regardé découvrir pour la première fois ce que ma mère avait construit et ce qu'il avait discrètement aidé à planifier de voler. Elle n'a jamais dit un mot, dit-il. Non, dis-je, elle ne l'a pas fait. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a donné la version complète, sa mère abordant le sujet il y a 18 mois, Robert exposant la stratégie, lui écoutant sans refuser et se racontant une histoire dans laquelle il protégeait la stabilité plutôt que d'orchestrer un vol. Il a utilisé le mot vol lui-même. Je ne m'y attendais pas. Je savais à un certain niveau, dit-il, je ne me suis pas permis d'y penser clairement. Pourquoi pas? Parce que y penser clairement aurait signifié choisir, et je ne voulais pas choisir. Je l'ai regardé de l'autre côté de la petite table et j'ai tenu les deux vérités en même temps, l'homme du marché de producteurs et l'homme qui m'avait conduite à ce déjeuner. Les deux étaient réels. C'était la partie qui ne se simplifiait pas. Je ne sais pas si le mariage est sauvable, dis-je. Mais si c'est le cas, il faudrait que tu dises directement à ta mère que tu sais que c'était mal. Non pas pour mon bénéfice, car si tu ne peux pas le lui dire, tu n'as en fait rien décidé. Il hocha la tête. Je peux le faire. Reste à voir s'il tiendrait. Le troisième front était Sandra. Elle a appelé le lendemain de la réception de la lettre. J'étais au bureau de Catherine, le téléphone sur haut-parleur, l'enregistreur en marche. La voix de Sandra avait perdu sa chaleur, toujours contrôlée, mais dénuée de la performance. Elle a dit que la lettre était une réaction extrême à une conversation familiale, qu'elle n'avait fait que tenter d'aider, que j'étais clairement encore émotive et que je ne réfléchissais pas clairement aux conséquences d'une escalade d'une affaire privée. Je l'ai laissé finir. Sandra, vous avez amené un notaire à un déjeuner de famille avec un document préparé, conçu pour donner à Daniel une revendication conjointe sur mes biens hérités. J'ai les emails. J'ai le document. J'ai l'évaluation de l'intention de mes avocats. J'ai un témoin d'un appel téléphonique que vous avez fait à mon ami il y a 18 mois, demandant des informations sur les biens de ma mère. J'ai gardé ma voix calme. La lettre n'est pas une escalade. C'est une limite. Ce qui se passera ensuite dépendra entièrement de votre respect. Silence. Quoi qu'il arrive à mon mariage, votre accès à mes finances est terminé. Ce n'est pas une discussion. C'est fait. Un autre silence, plus long, le bruit d'une femme en train de se réajuster en temps réel. Elle n'avait pas anticipé que les emails seraient retrouvés. Elle n'avait pas anticipé Patricia. Elle n'avait pas anticipé Ruth, la discrète Ruth, assise à une table de cuisine avec une page imprimée, construisant un dossier qu'elle ne vivrait jamais pour l'utiliser elle-même. Sandra avait sous-estimé ma mère toute sa vie. Je pense que nous devrions tous prendre un peu de temps, dit-elle finalement, sa voix très plate et très faible. D'accord, dis-je. Mes avocats vous contacteront. Robert a contacté Catherine la semaine suivante par l'intermédiaire de son propre avocat, confirmant par écrit que le document de consolidation avait été préparé par erreur et qu'aucune autre réclamation ne serait poursuivie. Marcus n'a rien envoyé, ce qui était sa propre reconnaissance. Le front juridique a été clos proprement. Tout était consigné, permanent, non soumis à la réécriture adoucie de quiconque. Daniel a eu la conversation avec Sandra. Il m'a dit par SMS, bref, simple, non orienté, je lui ai parlé, dit ce que je devais dire. Ça n'a pas bien marché, mais c'est dit. Je l'ai lu 2 fois et j'ai pensé, c'est quelque chose. Peut-être pas assez, mais quelque chose. Nous avons commencé une thérapie séparément. Si cela mènerait quelque part, je ne le savais toujours pas. J'avais fait la paix avec le fait de ne pas le savoir encore. 4 mois plus tard, un dimanche matin au début de l'automne, je me suis réveillé pour la première fois dans l'appartement. J'y avais emménagé la semaine précédente, non pas comme une déclaration, mais parce que le moment était simplement venu, comme une saison change, non pas de façon dramatique, juste définitivement. Je l'avais aménagé lentement, choisissant des choses que j'aimais réellement. La chambre avait des rideaux de la couleur de l'eau profonde. La cuisine avait un petit pot d'herbe sur le rebord de la fenêtre, du basilic et du thym, car ma mère avait toujours gardé des herbes sur le rebord de la fenêtre, et en 3 ans de vie compromise, je n'avais jamais eu l'espace de comptoir.
J'ai préparé du café et l'ai emmené sur le balcon. Le parc en contrebas était calme. Un homme promenait un chien qui s'arrêtait à chaque lampadaire. L'air d'automne était pur et vif et me faisait me sentir alerte d'une manière proche de la gratitude pour le café, la vue, le matin qui était entièrement à moi pour le façonner. Le mariage était terminé. Daniel et moi étions arrivés à cette conclusion de la même manière que nous étions arrivés à tout cela ces mois-là, lentement, honnêtement, sans faire semblant. Il y avait un vrai chagrin, le genre qui ne se simplifie pas en colère ou en soulagement, mais qui est juste là, humain et compliqué, demandant à être reconnu. Je l'ai reconnu. Je ne me suis pas précipité. Mais je n'ai pas non plus confondu le chagrin avec une raison de rester. Il avait signé les papiers de séparation en septembre. Alors que je quittais le bureau de l'avocat, il a prononcé mon nom une fois et je me suis retourné et il a dit, elle avait raison sur tout. Ta mère. Je sais, dis-je. Je suis sorti dans le matin de septembre ne portant rien qui ne m'appartenait pas. Libéré de tous les plans que quiconque avait fait pour moi à mon insu, libéré de la longue et silencieuse architecture d'un stratagème qui avait mal calculé une variable cruciale. Cette Ruth Caldwell aimait sa fille assez pour lui laisser non seulement un appartement, mais une carte. La carte avait été parfaite. Chaque repère exactement là où elle avait dit qu'il serait. Je me suis assise sur le balcon avec mon café et la ville sous moi et j'ai pensé, je sais ce qui m'a fait rire cette semaine, maman. Ça. Ce matin précis, cette vue, cette vie qui est entièrement la mienne. Je pense que cela aurait été son préféré.